Voilà, le dernier secret de l'affaire Greenpeace, donc mise en ligne sur Mediapart, dimanche à 9 h. François Bonnet, le directeur éditorial du journal, m'a rejoint. Frédéric Lordon, bonsoir. Vous êtes économiste. Votre dernier ouvrage, publié au Lien qui libère, s'intitule « La malfaçon », en plein cœur de notre sujet. Donc, 2 points, monnaie européenne et souveraineté démocratique. La première question qu'on a envie de vous poser quand on suit, et je sais que c'est le cas de nombreux abonnés de Mediapart, et aussi de beaucoup d'autres mondes, votre blog sur le site du Monde diplomatique. La Grèce, comment vous avez vous-même vécu cette espèce d'euphorie politique, démocratique, du référendum lui-même, et puis des résultats du référendum qui ont surpris tout le monde, et puis ce que moi j'ai pris, comme beaucoup de gens, je pense, comme non seulement une déception, mais presque une gueule de bois, là, démocratique et politique, quand on a vu Alexis Tsipras finalement faire reddition, se rendre lors d'une nuit de négociations interminable où il était cerné par tout le monde. Comment on est passé de ce sentiment d'euphorie, de ce qu'on croyait une victoire, à finalement une défaite? Vous avez prononcé les mots gueule de bois, reddition. Il y en a un autre qui plane au-dessus de nos têtes, qui est trahison, dont on ne sait pas s'il faut aller jusqu'à l'emprunter ou pas. Mais puisque vous me demandez la manière dont j'ai vécu la chose, je voudrais carrément remonter au tout début de l'affaire, c'est-à-dire au mois de janvier de cette année. Et en réalité, moi, j'ai vécu ça de manière complètement dissociée. Si vous voulez, il y avait en moi la part de la raison analytique et il y avait la part des affects. Et les deux avaient vraiment du mal à cohabiter de manière un peu conciliable. La part de la raison analytique, je l'ai écrite dans un texte qui... Dès janvier. Oui, avant l'arrivée au pouvoir, ou d'une manière un peu schématique, mais que je voulais frappante, j'avais résumé l'alternative à laquelle se trouverait confronté le gouvernement d'Alexis Tsipras en il faudra soit renverser la table, soit passer dessous. Et les indications qu'on pouvait avoir à cette époque montraient que le terme le plus probable de cette alternative serait le second. À partir du moment où Tsipras avait refusé par principe d'envisager l'option de la sortie de l'euro, il se privait de tout instrument de construction du rapport de force et de toute stratégie possible de la tension avec les institutions européennes. Et il a fallu 6 mois pour que l'échec soit rédhibitoirement consommé. Bon, et puis il y avait la part des affects. La part des affects, c'est que tout de même, ce qui s'est passé en janvier en Grèce a été un événement politique à l'échelle de l'Europe. Il faut quand même bien prendre la mesure que ça a été la première alternance politique véritable en Europe depuis des décennies. Je dis bien la première alternance véritable. Sous le nom dévoyé d'alternance, nous n'avons que le spectacle du même qui succède au même, la droite décomplexée qui succède à la droite complexée, retour, etc. Et là, pour la première fois, on avait un vrai gouvernement de gauche. Alors ça, c'est pas des trucs qui peuvent vous laisser insensible, vous comprenez. Donc moi aussi, j'étais part à cette effervescence et à cet enthousiasme. J'ai le souvenir d'avoir vu peu après l'élection, il y avait un débat dans ce café parisien de Ménilmontant qui s'appelle le Lieu-dit, et Stathis Kouvelakis, qui est membre du conseil de Syriza, intervenait, et il était habité par l'événement. C'était au mois de février, quelques semaines après l'élection. Je le connais suffisamment et je connais ses positions pour savoir que la part de la raison analytique n'avait pas été tuée en lui, et qu'il était déchiré entre les deux, comme beaucoup d'autres personnes. Mais il était vraiment habité par cet événement. Et nous l'étions tous en vérité. Bon, moi, si vous voulez, comme une sorte de devoir professionnel, je n'ai laissé s'exprimer que ma part analytique, et on m'en a beaucoup voulu à l'époque. Bon, je suis désolé, je ne me sens pas en charge du moral des troupes ou quoi que ce soit de cette nature. Non, parce que vous étiez déjà presque catégorique dans cet article du 19 janvier en disant, vu les ambiguïtés politiques et les divisions au sein de Syriza par rapport sortie ou non de l'euro, on va droit à l'échec et effectivement, ils vont passer sous la table. Oui, par acquis de conscience, j'avais laissé ouvert les 2 termes de l'alternative, mais je ne cachais pas que leur probabilité, à mes yeux, était inégale. Bon. Et puis alors, quand même, parce que, évidemment, il n'y a jamais de nécessité pure qui soit à l'œuvre dans l'histoire. Il y a aussi la part de la contingence et des surprises, etc. Et donc, au mois de juillet, Tsipras nous fait quoi? Il nous fait 2 demi-tours au frein à main qui nous ont laissé scotcher. Bon, d'abord, il y a celui du référendum,
qui a surpris tout le monde, et qui nous a fait recommunier dans cette espèce d'enthousiasme avec ses résultats. Deuxième demi-tour au frein à main une semaine après, à peine après le précédent, qui est la négation même de ce qui s'était produit. C'est-à-dire que cette force de propulsion énorme qui avait accompagné un non vraiment massif, il ne s'en est servi que pour repartir dans la direction exactement opposée, ce qui est un truc absolument invraisemblable. Alors il est vrai que, si vous voulez, dans ces conditions, lorsque vous avez affaire à un homme politique qui s'est fait élire en faisant naître un formidable espoir sur la ligne de la rupture avec les mémorandats, qui finit couché en avalisant le pire des mémorandats, en fracturant son propre parti et en faisant alliance parlementaire avec la droite mémorandaire, comment ne pas se poser des questions sérieuses, quoi. Alors, j'ai une question qui va vous sembler provocatrice, mais qui est relativement sérieuse. C'est que finalement, tous vos écrits, et cet article de janvier, qui venait compléter tous vos écrits précédents sur la nécessité de sortir de l'euro, ce que vous avez écrit, maintien dans l'euro et fin de l'austérité, c'est un cercle carré. Finalement, la position de Schäuble, qui était de dire on fait sortir les Grecs, on les contraint à sortir, on les expulse, mais on les contraint à sortir de manière ordonnée. Est-ce que, vous n'êtes pas proche de Schäuble politiquement, je ne veux pas dire ça, mais est-ce que finalement, c'est pas très éloigné de ce que vous avez plaidé comme stratégie de sortie de l'euro? Alors Schäuble, c'était une stratégie de droite, vous plaidez pour une stratégie de gauche de l'euro. Oui, plusieurs chemins mènent à Rome, et il y avait différentes rationalités qui se retrouvaient autour du Grexit. En effet, il y avait une rationalité interne, politique, grecque, souveraine, qui aurait été l'expression d'une restauration, d'une reprise en main des capacités, des possibilités de la politique économique. Et puis, il y avait la rationalité de Schäuble, qui, évidemment, était tout autre. Mais après tout, il y a des malentendus constructifs, où il y a des convergences de raisons opposées qui peuvent se produire. Moi, je pense que, si vous voulez... C'est-à-dire que vous ne voyez dans cette crise grecque, vous y voyez vraiment la vérification de tout votre travail qui consiste à dire il faut sortir de l'euro, il n'y a pas de politique alternative possible au sein de la zone euro, et toutes les autres voies, troisième voie et autres qu'on nous dessine, tout ça, c'est, vous l'avez écrit, c'est des chimères. Un autre euro, tout ça, c'est... Oui, en effet, j'y vois la confirmation en acte et sous une forme tragique de ce que le projet de subvertir les institutions de l'eurozone de l'intérieur, de changer les principes de fonctionnement de l'euro dans le cadre de ces institutions n'est pas possible. Et ça n'est pas possible, alors même... alors il y a une clause complémentaire qui est à périmètre constant. Parce qu'après tout, expérience de pensée, imaginons que une pluralité de miracles électoraux du type Syriza se produisent simultanément. Et qu'en effet, le rapport de force devienne désormais significativement en faveur de pays qui seraient pour la transformation des principes de l'euro. Je dis qu'à partir du moment où cette perspective se matérialiserait, c'est l'Allemagne qui prendrait le large. Elle ne le prendrait certainement pas toute seule, de telle sorte que c'est ça le paradoxe de la transformation de l'euro, c'est ça le paradoxe de l'autre euro possible. C'est qu'au moment où elle serait sur le point de réussir, elle échouerait par bifurcation de l'Allemagne. C'est la droite allemande. Alors voilà, ça c'est la grande question. Alors, oui, c'est la grande question. Alors, ce qui vous est reproché, c'est d'essentialiser en quelque sorte l'Allemagne en disant l'Allemagne a inscrit au cœur de son ADN, depuis la crise de 29, les brouettes de billets, etc., ce qui est une attention, une obsession monétaire. Et en même temps, celui qui est le premier à violer les critères de Maastricht, c'est Gerhard Schröder en 2003, qui fait exploser les déficits publics allemands. Est-ce que vous êtes sûr de cette obsession monétaire qui serait comme inscrite dans l'ADN allemand? Alors, je vais vous prêter d'avoir ventriloqué mes contradicteurs avec le mot d'ADN, qui n'est évidemment jamais sorti dans ma bouche. Ni d'essentialisé. Ça, c'est de l'objection conceptuelle à la petite semaine que j'ai lu abondamment. Vous avez des phrases qui vraiment inscrivent l'obsession monétaire, c'est pas rien, et qui vraiment l'inscrivent dans une culture collective, pas seulement une culture politique. Oui, en effet. Je dis et je maintiens que la question monétaire en Allemagne est investie d'une manière très particulière et à nul autre pareil dans les pays européens. Soyons clairs, je veux dire, ces institutions aberrantes d'après lesquelles fonctionne l'euro ont été avalisées par tous les gouvernements. Donc l'aval politique a été donné par tous, Français en tête. Tous les pays ayant été uniment emportés dans cette vague idéologique néolibérale.
Mais je dis qu'en Allemagne, la question monétaire n'est pas seulement de nature idéologique et qu'elle fait l'objet d'un investissement qui est de l'ordre, en effet, d'un ordre, disons, métapolitique, parce qu'elle s'est formée à l'épreuve d'un traumatisme, et même de 2 traumatismes, qui ne pouvaient pas ne pas laisser des empreintes extrêmement profondes dans la société allemande, et que cette croyance monétaire-là, sous cette modalité-là, est installée, et pour longtemps. Comme toute chose dans l'histoire, cette croyance monétaire a été produite de l'histoire, et elle passera par l'histoire. Elle n'a pas été de tout temps ici, elle s'évanouira. La question dans ces conditions est toute pratique, c'est quand ? Quand ? Et ma réponse est dans un sacré bout de temps. Alors vous savez qu'à cette thèse, on fait 2 objections, et depuis longtemps, c'est l'exemple Schröder qui fait exploser les déficits publics et qui passe les critères de Maastricht. 2, même si c'est un peu différent, c'est le choix stratégique d'Helmut Kohl fait au moment de la chute du mur, de dire un Estmark égale un Westmark, et d'instaurer cette parité, ce qui est jugé à l'époque par toute une série d'économistes comme un pari absolument incroyable et comme un choix monétaire absolument incroyable. Donc, est-ce que vous êtes certain de cette espèce de dogmatisme, de fixation obsessionnelle de l'Allemagne sur la monnaie? Mais on ne peut jamais être certain au sens non, mais est-ce que vous du ne terme, la survalorisez d'un pas à caractère historiographique. Non, je ne crois pas, parce que si vous voulez, je réunis un faisceau d'indices qui me semble plaider pour moi. Alors ça compose un tableau un peu pointilliste, mais un tableau pointilliste, c'est quand même un tableau. Alors, je vois par exemple le fait que l'approbation donnée par le SPD à ses principes, et même la surenchère dont le SPD et Zygmunt Gabriel ont fait preuve à l'occasion de l'épisode grec, sont tout à fait significatifs. Un autre indice m'a été donné par le fait que, dans un sondage et sous la réserve de ce qu'on peut leur faire dire et de ce qu'on peut croire de leur verdict, il semblait que 53% des sympathisants de Die Linke validaient la stratégie de Merkel. Alors il faut être intellectuellement honnête. Valider la stratégie de Merkel, ça voulait dire à la fois valider qu'elle se soit opposée à la stratégie de Schäuble de foutre la Grèce à la porte, mais également valider l'attitude générale et le résultat des courses qui s'en est suivi. Bon, j'en veux pour preuve également... C'est-à-dire qu'il serait sur les positions de François Hollande et de Michel Sapin. Voilà, exactement. Exactement. J'en veux pour preuve également le fait que, alors ça remonte à l'année précédente, mais une affaire épouvantablement technique, dans le détail de laquelle on ne va pas rentrer ici, qui a à voir avec la contestation d'un dispositif central qui a été adopté par la Banque Centrale Européenne en 2012, qui s'appelle l'OMT, c'est un programme Outright Monetary Transaction, qui a littéralement sauvé l'euro dans un geste de sauvegarde de toute dernière minute. Ce dispositif mis en place par la Banque Centrale Européenne a fait l'objet d'une attaque de l'intérieur même du système européen de banque centrale par la Bundesbank, et qu'il s'en est suivi une controverse juridique au plus haut niveau qui a remonté jusqu'à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et à la Cour de justice de l'Union européenne, si bien que, si vous voulez, la Bundesbank était en train de se retourner contre le système dont elle est partie, et que ce débat extrêmement technique, juridique, monétaire, a fait l'objet d'une attention dans l'opinion publique allemande qu'il n'aurait rencontré dans aucune autre opinion publique européenne, ce qui est une preuve indirecte également de l'intensité du concernement allemand pour cette question monétaire. Et on pourrait ajouter plein de choses de cet ordre. Comment vous expliquez que pendant ces 6 mois de négociations, janvier, juillet, finalement, Syriza n'ait jamais envisagé d'autres, ce qu'explique Varoufakis, et ce qu'il explique du coup pourquoi c'est sa rupture avec Tsipras, n'ait jamais envisagé d'autres scénarios que le maintien dans l'euro. Parce qu'après tout, c'est une gauche radicale. Ils ont quand même beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé là-dessus. Pourquoi ce scénario d'une sortie de l'euro est systématiquement refusé par la grande majorité de Syriza ? Et également par Varoufakis, du reste. On y reviendra plus loin. Absolument. Il a été refusé par Varoufakis, qui, de ce point de vue, est à l'identique de Tsipras, enfermé à double tour dans la croyance de l'autre euro possible. Alors, on y viendra parce qu'il a un plan qu'il appelle le plan X. Bon, mais on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais en réalité, il ne faut pas poser la question qu'à la gauche radicale grecque. Non, c'est une question qui se pose à toutes les gauches européennes, voilà, et tout particulièrement à la gauche française, qui elle aussi est restée ancrée dans ce refus de l'option stratégique de la sortie de l'euro. Moi, je veux dire qui continue à l'être après, les événements grecs du début juillet. Alors, écoutez, ça bouge un peu tout de même.
Parce que l'événement a été d'une telle magnitude, et la baffe si retentissante, que tout de même c'est difficile de rester inchangé sur ses positions. Il y a des mouvements qui se font sentir un peu partout. Ah, je ne dis pas qu'on est à la veille du grand aggiornamento, hein, mais ça a commencé à bouger sous les écrans radars. D'une certaine manière, la proposition du sommet internationaliste du plan B est déjà une expression assez significative de ce mouvement, n'est-ce pas? Car le front de gauche a été d'une ambiguïté, d'une indécision tout à fait caractéristique et à l'image de ce qu'a connu la gauche radicale française depuis 4 ans. Hein. Le parti de gauche, en tous les cas, ne s'est jamais prononcé pour une sortie de l'euro. Alors maintenant, il le fait. Bon, maintenant, il le fait. Il y a deux motions qui se réconcilient dialectiquement en disant plan A, on ouvre l'épreuve de... Bon, si vous voulez, je ne suis pas membre du Front de gauche. Ça me gêne un peu d'être obligé de faire le prospectus à la place. Ma question, finalement, c'est pourquoi, au lendemain de cette crise grecque, vous restez, vous, en tant qu'économiste, avec quelques autres, bien sûr, relativement isolé. Oui. Puisque quand même, aujourd'hui, une très large partie de ce qu'il est convenu d'appeler la gauche radicale maintient qu'il faut rester dans l'euro, qu'il faut construire des rapports de force politique sur la durée et qu'il faut construire un autre euro. Oui, mais écoutez, je crois que comme il y a des paniques morales, il y a des paniques intellectuelles. Et je pense que les gauches européennes, la gauche française en tête, a été sujette à une panique intellectuelle. Et que cette panique intellectuelle, elle s'est nouée autour de 3 signifiants très lourds en vérité, hein, qui sont nation, souveraineté et puis Allemagne également. 3 signifiants dont la discussion a été rigoureusement barrée au motif que nation égale nationalisme, souveraineté égale souverainisme et critique de l'Allemagne égale germanophobie. Alors il est bien certain que dans des conditions pareilles, où l'épure a été réduite à des limites si étroites, poser simplement la question de l'euro, même sur un simple plan intellectuel, se trouve radicalement prohibé. Donc, a fortiori, l'idée d'en faire une option de stratégie politique. Et je dis que ce refus de penser ces signifiants-là, de les penser dans la grammaire intellectuelle et politique de la gauche, ce refus a enfermé la gauche française et l'a condamnée à l'inanité. Elle a perdu 5 ans. Et c'est le spectacle d'une inanité semblable, celle de l'option stratégique de Tsipras, dans lequel elle s'est reconnue. L'échec de Tsipras lui a tendu un miroir et elle s'est vue dedans. Et elle s'est vue inane. Et ça n'est pas agréable. Et c'est pour ça que ça commence à bouger un peu. Alors avec encore toute une série de résistances, on pourrait très très bien localiser, en particulier au Parti communiste. Au Parti communiste et chez ces économistes. Mais ce qui a émergé depuis que, je dirais, Varoufakis nous a fait la publicité fort bienvenue de ce qui se passe au sein de l'Eurogroupe, du type de discussion qu'on ne peut pas avoir, et après l'accord de juillet, ce qui a émergé, c'est ce que Varoufakis appelle, lui, un plan X, et que d'autres économistes de la gauche radicale, je pense aux économistes d'Attaque, je pense à Michel Husson, que vous assassinez dans votre papier du mois de juillet. On s'entre-assassine. Oui, vous entre-assassinez, à Jean Gadret, etc. On voit émerger un plan B qui s'articule essentiellement, et ça j'aimerais que vous nous dites ce que vous en pensez, sur l'émission de monnaie parallèle. L'eurodrachme, d'abord, premièrement, moratoire sur la dette, 2, monnaie parallèle, ce que ça signifie, nationalisation de tout ou partie du système bancaire, prise de contrôle de la Banque centrale. Qu'est-ce que, dans ce défrichage d'une 3e voie, vous pensez que tout ça, c'est des gesticulations inutiles, ou que là, il peut y avoir un chemin qui s'accompagne de la construction d'un rapport de force politique? Alors, je pense que le plan X ou Z, je ne me souviens plus, de Varoufakis... Z, c'était celui de la Commission, disait-il. Lui, c'est X. Le plan X de Varoufakis n'était qu'un plan de survie, un plan de sauvegarde, et valable à court terme. C'était un plan assez astucieux, hein, d'ailleurs, dans sa conception, mais c'était un plan, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais un plan qui visait à minimiser les besoins de liquidité et à réorganiser une sorte de système des paiements parallèles. Ah, c'est très bien, ça, d'avoir un système des paiements parallèles, puisque c'est bien ça qui a failli effondrer totalement l'économie grecque au mois de juillet, c'est la rupture des paiements par l'asphyxie des liquidités. Mais si vous voulez, un système de paiement, ça ne fait pas un système monétaire à soi seul.
Ça ne suffit pas à le faire en entier. Un système monétaire, c'est un système de paiement et un système de crédit. C'est un système de crédit, c'est ça qui permet d'assurer la continuité des avances, c'est-à-dire la relance continuelle de la production, etc. Et il n'y avait pas de plan de cette sorte dans le plan Varoufakis, qui était un plan visant à assurer la simple continuité des paiements. Alors on pourrait passer de ce plan-là à un plan étendu dans lequel on restaurerait l'émission du crédit. Et effectivement, ça serait un plan de constitution bimonétaire, avec un euro, l'euro et l'euro-drachme. Une euro-drachme si l'on veut. Mais d'une part, je pense que ces systèmes... Alors, ce que je vais dire pourrait être contredit, mais... les systèmes bimonétaires sont d'une instabilité qui est problématique. On en connaît qui se sont maintenus, hein. Mais ce sont en général des solutions de crise qui font récession dès que le retour à la normale s'opère. En Argentine, par exemple, il y avait eu un système plurimonétaire avec des monnaies provinciales. En Russie, en 98, avec la Russie, c'était plurimonétaire, mais sur le mode du chaos total. Du chaos total. Mais ça a permis quand même, en quelques mois, au pays de... Ça permet la survie, si vous voulez. Mais ce n'est pas une solution de long terme. Et je pense qu'elle demeure tout autant exposée à la menace radicale qui est dans les mains des institutions européennes et dont la Banque centrale européenne est l'opérateur, à savoir l'interruption du robinet. Si vous voulez, rien n'est plus facile pour la Banque centrale européenne que de mettre tout le système de paiement grec sous embargo. Bon, alors là, si vous voulez, c'est terminé, on met les pouces. Oui, et dans ces conditions, il n'y a plus qu'à recréer pour de bon. Alors, on a beau l'appeler de l'euro-drachme, ça deviendra de la drachme. Tout simplement. Oui, mais à l'euro-drachme est articulé un moratoire sur la dette, donc ce qui peut coûter aussi très cher aux différents autres États membres de la zone euro. Oui, donc il y a des moyens. Oui. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que je crois comprendre, je ne suis pas du tout économiste, ce que je crois comprendre, c'est que c'est un levier pour construire sur le moyen terme un rapport de force de politique différent. Est-ce que ça vous semble complètement absurde, inefficace? Vous voyez bien que la menace du moratoire, voire du défaut sur la dette, est indépendante de la constitution unie ou bimonétaire de l'économie grecque. Et qu'en réalité, elle était de fait à l'œuvre, si on voulait s'en servir. En tout cas, elle était potentiellement là pour qu'on s'en serve dès l'arrivée de Syriza au pouvoir, et que ça n'a pas fait scier les institutions européennes d'un iota. Donc, moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, pour défendre ces principes, l'Allemagne est largement prête à tirer des traits de plume sur des pertes monétaires, qui en réalité sont très facilement absorbables. En tout cas, les pertes de la Banque centrale européenne seraient très facilement absorbables. Ah oui, alors il y a celle du mécanisme européen de stabilité qu'il reviendrait aux États individuellement de couvrir. Et on passera la loc et on partagera l'addition. Oui, mais si je tente de résumer ce qu'a expliqué Varoufakis depuis son limogeage au lendemain de l'accord, c'était que ce plan avait été envisagé, qu'il plaidait pour la création de monnaies parallèles et la mise en route, le contrôle sur le crédit, nationalisation des banques, création de monnaies parallèles, et que là, il s'est heurté sur un désaccord politique avec Tsipras qui ne voulait pas aller dans cette direction. Est-ce que, pour vous, c'est un plan qui aurait permis de faire bouger les lignes et de faire peut-être bouger les termes de l'épouvantable accord contraint que les Grecs ont dû accepter en juillet? En soi, non, pour la raison suivante. C'est que le plan, pour avoir tout son effet économique, supposait que la partie euro-drachme porte la charge de la création monétaire et de la reconduction du crédit. Mais jamais la Banque centrale européenne ne tolérerait qu'il se crée une zone d'émission monétaire qui soit hors de son contrôle. Et elle y mettrait bon ordre en organisant la non-fongibilité des euros et des euro-drachmes et en mettant le système de paiement grec sous embargo. Vous disiez au tout début de notre discussion, Tsipras, traître ou pas, vous voulez le qualifier ou vous ne souhaitez pas le qualifier pour les raisons que j'ai dites au tout début, des raisons qui sont passionnelles, j'ai du mal à me rendre jusqu'au mot. Mais c'est peut-être une inconséquence de ma part. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas le seul, visiblement. Oui, mais je veux dire, j'ai peur que ce soit une inconséquence de ma part et que je finisse par m'y rendre comme on doit se rendre aux évidences et se rendre à la vérité des mots, qui en l'occurrence ne dit rien d'autre que la vérité des choses. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui continuent à le soutenir en disant Tsipras fait de la politique, c'est-à-dire qu'il est en train de construire sur le long terme, brique par brique,
un rapport de force politique différent avec les institutions européennes. En gagnant du temps. Et en général, il achète du temps. Oui. Comme Lénine disait le traité de Brest-Litovsk, j'ai gagné du temps. Bon. Je ne crois... Donc, en bon marxiste, pas léniniste, mais enfin... Alors, je vous donne deux exemples, deux exemples qui sont cités à l'appui de cette thèse. Le premier, c'est quand même ce qui est quasi un revirement, le FMI, sur « il faut renégocier la dette », et on en fait même une condition à notre participation à ce nouveau mémorandum. Premier exemple. Deuxième exemple, une clause qui est absolument scandaleuse dans l'accord de juillet, qui est le fameux fonds de privatisation à hauteur de 50 milliards, dont tout le monde sait pertinemment qu'il n'y aura jamais 50 milliards de privatisation en Grèce. Il y a eu, je crois, 5 milliards en 4 ans. Donc là, c'est des clauses qui sont vides, d'une certaine manière. Donc, avec, par exemple, la vente des aéroports grecs à des entreprises allemandes. Par ailleurs, une mesure les plus spectaculaires. Mais tout ça ne fera pas 50 milliards. Donc, est-ce que, dans les gens qui continuent à soutenir Tsipras, cette idée de, un, je gagne du temps, et deux, progressivement, je vais tordre le bâton et effacer ou rayer chacun des articles du mémorandum, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie politique qui peut marcher ? Eh bien, pour tout vous dire, lorsqu'a été signé l'accord intermédiaire du 21 février, comme je ne me résolvais pas à ôter tout crédit à Tsipras, j'avais formé l'hypothèse que peut-être 3 semaines de négociation lui avaient suffi pour prendre conscience de l'impossibilité radicale à laquelle il se trouverait confronté, et qu'il n'avait négocié cet accord que pour gagner du temps, les 4 mois qui le séparaient de la renégociation de juin, afin de préparer logistiquement et politiquement la sortie de l'euro. Comme on sait, il n'en a rien fait. Et comme le wishful thinking ne désarme jamais complètement chez personne... Surtout chez les européistes que vous dénoncez. Et chez moi compris, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est une idée qui m'a retraversé l'esprit au début du mois d'août, en me disant la chose suivante, c'est que, en effet, si vous voulez, le coût de ce cumul d'erreurs stratégiques pendant les 6 premiers mois du gouvernement de Tsipras s'est payé cash en le rendant à cet accord assassin et au prix d'une dégradation de la situation de l'économie grecque qui, pour le coup, rendait incroyablement périlleux de réaliser la sortie de l'euro le 13 juillet sur un coup de tête. Donc là aussi, peut-être il aurait pu y avoir eu avantage à négocier avec une arrière-pensée du temps gagné et de la préparation. À froid, entre guillemets, ça aurait été moins périlleux. Ah bah ça c'est certain, oui, évidemment. Parce que vous savez, c'est ce qu'expliquait Varoufakis. Il disait, mais nous, le jour, préparer la sortie de l'euro, une sortie dite maîtrisée, c'est faire travailler 500 personnes pendant 3 mois sur des mesures de préparation. Oui. Donc ça veut dire que ça c'est dès le lendemain. Oui. Et que dès le lendemain, les marchés spéculent, la Banque centrale assèche les liquidités. Donc est-ce qu'il peut y avoir une sortie à froid ? Non, mais complètement à froid, évidemment, non. Mais une sortie ordonnée à minima, oui. Et moi, dans ces conditions, ce que j'aurais bien vu, ça aurait été la stratégie suivante, mais qui n'est pas du tout celle qu'a suivie Tsipras. Conserver l'unité de Syriza et tenir le discours suivant. Premièrement, à sa minorité. Sa grosse minorité, c'est 40%, la minorité de Syriza qui était en faveur de la sortie de l'euro. Je reconnais que je me suis trompé et que vous avez eu raison. Je vous rends raison et je me rends à votre ligne stratégique. Il va falloir sortir de l'euro. Troisièmement, dans ces conditions, nous allons jouer la partition suivante. Nous restons ensemble. Moi, je tiens le discours du bon garçon et du gendre idéal aux institutions européennes. Et à vous, la minorité, revient le rôle dans la comédie du dissensus interne. Comme une manière de préparer l'opinion grecque à la sortie de l'euro. Parce qu'en effet, l'opinion grecque doit y être préparée. Le référendum était une amorce de cette préparation. Comme l'a fait remarquer Kouvelakis, les gens ont voté non, en dépit de s'être entendu répéter pendant toute la durée de la campagne que voter non, c'était voter pour la sortie de l'euro, etc. Donc ils commençaient à savoir à minima ce qu'ils voulaient. Et l'opinion grecque commençant à être travaillée, l'idée de la sortie de l'euro faisant gentiment son chemin dans le débat public, etc., plus la préparation logistique souterraine, alors là, effectivement, on commençait à mettre davantage de chances de son côté. Mais ce n'est pas du tout la direction qu'il semble avoir pris. Alors, c'est intéressant parce que Varoufakis vient de publier un entretien dans une revue qui s'appelle Ballast. Vous l'avez Je l'ai là.
Et on va en venir justement sur un peu cette deuxième partie, parce que c'est très intéressant par rapport à vos positions, parce que en gros on lui dit, voilà, est-ce que vous êtes au fort de cette expérience, est-ce que vous êtes aujourd'hui devenu partisan d'une sortie de l'euro, etc. Et il répond, je ne le suis pas. Parce que beaucoup de mots que vous avez prononcés sonnent bien, mais en même temps, ils dissimulent un élément de nationalisme, un élément de fragmentation de l'Europe. Nous observons déjà cette fragmentation. Je ne suis pas favorable à ces politiques. Je crois que nous devons surtout et d'abord réparer ce que nous avons. En gros, il n'y a pas de chemin en arrière possible. Et Varoufakis détaille dans cet entretien le comment et le pourquoi il estime possible de construire une autre zone euro, qu'il qualifie aujourd'hui de complètement folle, complètement dingue et d'une Europe imbécile. Hein. Là-dessus, je pense que vous êtes très largement d'accord. Mais c'est justement ce positionnement qui est donc très différent du vôtre que je voulais vous soumettre. Mais écoutez, on a souligné les mêmes choses, hein. Alors bien pire, qui va vous faire sauter en l'air, puisqu'il plaide, lui, pour une vraie fédération. Oui. Hein. Si l'Europe n'était pas le stupide continent qu'elle joue à être, nous irions vers cela, vers une vraie fédération, etc. etc. Oui. Écoutez, tous les éléments du débat sur la question se trouvent réunis là-dedans. Premièrement, il y a la sidération intellectuelle qui interdit de penser. Tous ces mots, je n'y suis pas favorable, ils dissimulent un élément de nationalisme, un élément de fragmentation de l'Europe. Bon, là, il nous faudrait un autre débat, parce que c'est des questions considérables et tout à fait profondes, pour montrer que toutes les discussions sur la souveraineté populaire ne sont pas vouées à la dégénérescence, en souveraineté nationaliste, en repli identitaire, xénophobe, etc. C'est un lieu commun dont qui est à l'image de ceux qui... C'est ce que vous défendez tout au long de vos écrits sur un souverainisme de gauche, pour dire exactement. Vite, et sur alors, il faut à chaque fois s'en expliquer très très longuement, parce que ce lieu commun est si profondément ancré qu'il a armé des réflexes de pensée qui jouent tout seul. Et en voilà la démonstration. Et puis, il dit quelque chose dans ce même paragraphe que vous avez cité, qui est la chose suivante. Une fois que vous avez créé une union monétaire, vous ne pouvez plus revenir en arrière en empruntant le même chemin à l'envers, car ce chemin n'existe plus, le chemin qui nous a menés là a disparu. Et donc, vous l'avez dit, je ne suis pas favorable à ces politiques, je crois que nous devons surtout réparer ce que nous avons. Et bien moi, je vais vous dire, j'ai trouvé cette phrase consternante. C'est une phrase que je trouve radicalement antidémocratique. Car pour moi, la démocratie, c'est la réversibilité. La démocratie, c'est la possibilité toujours ouverte de rediscuter de tout et de tout refaire si on le désire, à la façon dont on le désire. Vous voyez bien, en tous les cas, moi je comprends cette phrase sur l'aspect régression ou non. Pas impossible, mais si ça se fait, c'est une régression considérable et qui nous mène dans le nationalisme. C'est une lecture très charitable que vous avez. Vous ne pouvez plus revenir en arrière en empruntant le même chemin, car le chemin n'existe plus. Le chemin qui nous a menés là a disparu. Donc il est radicalement exclu des options qui s'offrent à la politique en général et à la politique économique en particulier. Moi, je n'accepte pas ce genre de liquidation au nom de l'irréversibilité. Je trouve ça profondément antidémocratique. Et donc, logiquement, alors, que nous reste-t-il à espérer? Réparer ce que nous avons. Alors, on va réparer l'euro. Eh bien, bon courage. Et alors, moi, ce qui me sidère le plus dans cette affaire, c'est que Varoufakis, il a été aux premières loges. Ouais. C'est lui qui a été tabassé. Vous comprenez? C'est même pas nous, c'est lui. Donc normalement, il sait ce qu'il en est. Et alors, de voir ça, moi, ça me laisse bras ballants. De le voir enfermé à ce point. Syndrome de Stockholm. Oui, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On lui a fait le waterboarding. Je ne sais pas bien ça. C'est un truc qui vous fait prendre la mesure de la puissance de cette croyance sociale. C'est-à-dire quand celui qui s'est trouvé à expérimenter le plus cruellement la position du dominé continue d'adhérer à l'ordre symbolique de la domination, alors vous ne savez plus quoi faire. Oui, mais en même temps, vous devriez être interpellé justement par une personne qui a pris autant de gifles, si je puis dire. Pourquoi parle-t-elle aujourd'hui d'un mot qui est devenu un mot absolument épouvantail, le répulsif total, qui est fédération? Pourquoi ça ne vous interpelle pas, ça? Bien sûr que Varoufakis disant nous allons dépasser par le haut, en quelque sorte, reconstruire une zone euro en faisant de la politique et avec l'objectif
d'une fédération, et en citant l'exemple américain qui dit, ben voilà, quand il y a un problème en Californie, etc., on sait gérer de ces problèmes monétaires. Voilà, absolument. Mais là aussi, ça aussi, c'est le cœur du débat. Parce qu'en effet, l'interdiction d'envisager la sortie de l'euro dans la gauche radicale a pour corrélat ce fantasme de la sortie par le haut, de la sortie fédéraliste. Mais là encore, ce sont des problèmes gigantesques qui grèvent cette idée. C'est-à-dire, c'est pas, si vous voulez, il y a une sorte de manière de considérer implicitement que toute cette affaire n'est jamais question que de volontarisme politique pour dépasser les nationalismes présents et nous exaucer dans une construction politique de rang supérieur. Bon, alors voyons. Il suffit de lire Hobsbawm pour savoir que l'histoire nous a donné maintes occasions, maintes fois le spectacle de la constitution de peuple de peuple. Donc la chose est possible en principe. Toute la question est de savoir dans quelles conditions elle est réalisable. Car si elle n'est pas impossible, elle n'est pas non plus nécessaire. Elle est contingente. Elle répond à des conditions de possibilité. Et moi, ce que je reproche à cette gauche-là, c'est de s'en tenir à l'expression de ce vœu pieux sans jamais vouloir interroger analytiquement les conditions de possibilité de sa réalisation. Or, lorsqu'on se penche là-dessus, évidemment, les choses deviennent un petit peu plus compliquées. C'est ce que vous appelez le posturalisme. Alors non, mais là, c'est ce que j'appelle le posturalisme, c'est cette manière ostentatoire de s'envelopper dans le vêtement de lin blanc et de probité internationaliste, en ne sachant d'ailleurs même pas ce qu'on dit quand on dit internationaliste, mais ça, c'est une autre question. Non, là, la question, c'est celle des conditions de constitution d'une entité qui est un commun de rang supérieur rassemblant des partis. Comment est-ce qu'on fait une union de partis ? Ça n'a rien d'évident, cette affaire. Alors on pourrait regarder l'histoire de la constitution des nations en Europe, parce que les nations en Europe se sont constituées par homogénéisation d'un dispare, par homogénéisation d'entités qui étaient hétérogènes. Et comment cette homogénéisation s'est-elle faite ? Elle s'est faite par le constructivisme étatique le plus violent qui soit. Ça a été la réduction de la diversité et de l'hétérogénéité par la brutalité de l'homogénéisation monétaire, fiscale, métrologique, linguistique, éducative, culturelle, tout ce que vous voulez. Et ça n'a pas été un pique-nique. Par exemple, la Constitution de la nation française, dont nous avons oublié les conditions de formation. Oui, alors évidemment, comme on a l'opus operandi, on a l'opus operatum et on a complètement oublié le modus operandi. Alors, il est bien évident que ces opérateurs-là de la Constitution du commun et de l'homogène ne sont plus à notre disposition. On ne va pas réaliser une communauté politique européenne dans des conditions pareilles. Alors il faut se poser la question de sa possibilité. Et le point sur lequel je ne cesse d'attirer l'attention est le suivant, c'est que on fait entièrement fausse route si on se perd dans le formalisme des constructions juridiques et des constitutions. Mais dans le même temps, les reproches qui vous sont faits, c'est que vous ne voulez pas constater que l'espace national n'est plus aujourd'hui le seul lieu de la délibération démocratique. Il y a d'autres espaces, et il y a en particulier un espace européen. Mais vous trouvez que l'espace européen est un lieu de délibération démocratique ? Avec toutes ces failles, avec toutes ces horreurs, avec toutes ces malfaçons. Non, c'est un lieu de simulacre de la démocratie. C'est un lieu de simulacre de la démocratie parce que tout ce qu'il y avait à délibérer a déjà été délibéré et il a été inscrit dans les traités. Et ceci est profondément antidémocratique. Oui, mais ce que vous décrivez dans vos nombreux écrits comme le carcan des traités, derrière le carcan des traités, il y a 19 pays membres de la zone euro. Et sur ces 19 pays membres de la zone euro, il y a de mémoire 17 gouvernements de droite. Les élections européennes en mai 2014, c'est un raz-de-marée de la droite libérale. Alors vous me direz, oui, mais quand, sous Blair et Jospin, il y a eu 15 gouvernements de gauche, il ne s'est rien passé de plus. Mais comme pour vous, ce n'est pas la gauche, mais la droite, finalement, il était normal qu'il ne se passe rien. En effet, je vais vous dire ça. Et je vais vous dire qu'il suffirait de faire la liste des autres gouvernements dits de gauche. Il y a par exemple celui de François Hollande qui est dit de gauche. Si vous le trouvez de gauche, c'est vraiment que vous avez bonne vue. Parce que moi, j'appelle ça un gouvernement de droite. Alors, effectivement, ça, si vous voulez, il y a une espèce d'habitude ancrée, et puis, par effet d'inertie ou de paresse intellectuelle, on continue d'accorder des étiquettes qui sont purement nominales et qui sont en fait substantiellement vides. Oui, mais il y a des gouvernements qui ont des légitimités politiques. Après qu'ils soient de gauche ou de droite, d'une certaine manière, peu importe. Les 19 gouvernements des pays membres de la zone euro ont une légitimité politique issue
issu du suffrage universel. Très bien. Donc on est dans un conflit de légitimité démocratique entre ce que peut être un vote national et ce que peut être un vote européen ou des négociations entre représentants légitimes de ces 19 États. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser ce conflit plutôt que de tailler à la hache en devenant hémiplégique et en disant la nation, seul lieu de l'exercice démocratique? Mais ce qui est certain, c'est qu'en l'état actuel de ce conflit, il est terriblement instable. De telle sorte que les deux pôles viables par lesquels on pourrait sortir de ce milieu de guet impraticable, c'est soit le retour à l'échelle nationale sur laquelle on sait que la démocratie, avec toutes ses failles parlementaires, etc., est praticable, soit la sortie par le haut. C'était ça, c'est de cela que vous vouliez me faire parler à l'instant. Soit la sortie par le haut. Ce que les technocrates à Bruxelles appellent le grand saut fédéral. Voilà, c'est ça, exactement. Dans la constitution d'une communauté européenne politiquement intégrée. Alors reprenons le fil de cette discussion. Je dis que le problème qui grève cette solution tient au fait qu'on n'aperçoit pas que les constructions formelles sont en soi insuffisantes et qu'elles appellent des conditions de possibilité qui sont des conditions passionnelles. Il faut, pour qu'une communauté politique soit possible, il faut que les différentes parties qui la constituent partagent un sentiment d'appartenance suffisamment puissant pour rendre praticable la loi de la majorité. La loi de la majorité, c'est que lorsqu'on a été mis en minorité, on ne fout pas le camp. On reste et on accepte son sort. Mais si on l'accepte aussi bien, c'est parce qu'on se sent appartenir à cet ensemble. Alors je vais vous donner un exemple de cas de mise en panne. D'où les majorités qualifiées dans les différentes instances européennes qui permettent de renforcer ou une tentative de légitimer cette loi de la majorité. D'où des majorités aux 2 tiers, aux 3 quarts, oui, etc., selon les différents dossiers. Mais c'est très insuffisant en l'occurrence, mais pour plein de raisons. Je vais vous donner un cas de loi de la majorité dont les conditions passionnelles commencent à se détériorer. Et d'ailleurs, il y en a plein en Europe. Ça s'appelle le séparatisme. Le séparatisme écossais, c'est ça. Qu'est-ce que dit l'Écosse? L'Écosse dit qu'elle en a marre d'être mise en minorité politiquement. Et qu'elle en a tellement marre qu'elle envisage en effet de faire cavalier seul. Ça, c'est un cas de détérioration du lien qui faisait jusqu'ici une communauté. Et puis, il y a le séparatisme flamand. Et puis, il y a le séparatisme de la Lega italienne. Et puis, il y a le séparatisme catalan, etc. Catalan, et oui. tout ça, c'est des indices d'élitement de ce qui fait les collectifs, de ce qui fait leur force de cohésion, qui les fait tenir comme des communautés. Eh bien, le problème se pose en Europe. Le problème se pose en Europe et autour d'un point très particulier, qui est cette aberration, cette monstruosité radicalement antidémocratique tenant au fait qu'on a inscrit dans les traités non pas les modalités de la délibération démocratique, mais ses résultats mêmes, tels qu'on les a préjugés en stipulant le niveau des déficits, le statut de la Banque centrale, ses missions, etc., etc. Alors moi, je pose la question suivante, et j'accepterais d'envisager la possibilité, la perspective d'une communauté politique européenne intégrée, que si on ira, d'abord que si on les aura posées explicitement, et que si on est capable de répondre oui et aux deux. Première question, et nous faisons retour au cas de l'Allemagne. L'Allemagne accepterait-elle que toutes les dispositions que je viens d'indiquer, sur les budgets, sur la Banque centrale, sur la monnaie, l'inflation, etc., que toutes ces dispositions soient sorties des traités pour être rendues à la délibération démocratique ordinaire? Première question. Deuxième question, accepterait-elle sur tous ces sujets d'être mise en minorité sans quitter aussitôt l'Union européenne? Tant qu'on n'aura pas répondu ça 2 fois oui, à propos de l'Allemagne et peut-être d'autres pays d'ailleurs, tant qu'on n'aura pas répondu 2 fois oui à cette question, cette perspective demeurera chimérique. Et de nombreux autres pays, puisque, encore une fois, il y a 17, alors en plus, si on retient votre classification de ce qui est de gauche ou pas de gauche, il y a 18 gouvernements de droite, et certains de droite vraiment néolibérales, en Europe. Oui, donc, mais là, à ceci près, là nous revenons au début de notre conversation, que j'y insiste de nouveau, parce que c'est très important. Ces questions budgétaires, monétaires, etc., qui sont là profondément enchâssées dans le référentiel intellectuel du néolibéralisme, n'y figurent qu'à titre d'éléments d'idéologie, si vous voulez. Et les éléments d'idéologie, c'est toujours à même d'être renversés par les évolutions du débat public. Je dis que ce problème-là se double d'un autre qui lui donne sa particularité en Allemagne et qui a trait au statut particulier de la question monétaire et des règles. C'est de ça qu'il faudrait parler. C'est la question des règles, qui est fondamentale en Allemagne. Comme vous savez, elle est constitutive de ce corps de doctrine qu'on appelle l'ordolibéralisme. Mais il faut être au clair sur les origines de la chose.
et par conséquent sur la résistance de la chose. Et d'ailleurs, ça éclaire, à mon avis, très profondément un dissensus fondamental à propos de la question de la souveraineté à l'intérieur de l'Europe. Alors, l'autre critique qui vous est faite sur votre définition, votre définition et votre plaidoyer pour un souverainisme de gauche, c'est de dire, mais nous sommes là aussi dans une sorte d'illusion démocratique, puisque la délibération démocratique nationale va permettre de désigner des représentants et des politiques qui, de toute façon, seront contraints par l'Europe, par le monde. Parce que les problèmes sont aujourd'hui mondiaux. Mais non, si on prend la question des réfugiés, eh ben on voit très bien qu'on est aujourd'hui à la fois dans une critique des politiques nationales, c'est elles qui chacune fixe son droit d'asile, et de politiques européennes sur des capacités de prise en charge, d'accueil, d'accompagnement, etc. Donc, qu'est-ce que vous répondez à... Si vous voulez bien, je vais m'en tenir à la partie que je connais. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste des questions migratoires. Donc, je vais rester sur les questions économiques. Mais non, cet argument que vous me faites est en quelque sorte l'avalisation du discours de la mondialisation. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'Europe, nous serons contraints de partout. Mais c'est méconnaître que les modalités d'insertion d'une économie dans la circulation internationale des biens, des services et des capitaux, ces modalités sont contingentes et elles doivent être rendues à la délibération démocratique. Et on peut y apporter des restrictions. On peut apporter des restrictions à la circulation des capitaux. On peut apporter des restrictions aux investissements directs et à l'étranger, aux délocalisations. On peut apporter des restrictions à la délocalisation des sièges sociaux, etc., etc. Et tout ça, c'est de la matière politique. Mais vous voyez, les esprits ont été tellement lavés et à si grande eau par ce discours de la mondialisation qui est notre horizon indépassable que ça ressort de manière presque... à l'état de seconde nature. Non, vous voulez dire que ce serait possible d'obliger certaines grosses sociétés américaines à payer leurs impôts sur les sociétés en France? Mais écoutez, je ne suis pas un spécialiste de fiscalité, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que la reprise en main des banques et l'interdiction de leurs opérations fantaisistes sur les marchés de capitaux, ça peut être envisagé. La restriction et le contrôle des capitaux, ça peut être envisagé. Un protectionnisme raisonné sur les échanges de biens et services, ça peut être envisagé. Donc, c'est la délibération démocratique qui règle l'intensité de la contrainte extérieure, sachant évidemment qu'elle ne pourra jamais l'annuler complètement, puisqu'il est hors de question, comme le prétendent, enfin si vous voulez, de manière honteuse, hein, certains discours qui disent « Ah, c'est la Corée du Nord que vous voulez », il est hors de question de se retirer en totalité des échanges de biens et de services. L'antonyme de la mondialisation n'a jamais été l'autarcie, ou l'Albanie des années 80, ou la Corée du Nord d'aujourd'hui. Je voulais finir cette conversation, mais puisque le terme de Corée du Nord a été prononcé, peut-être que son pendant dans votre dernier post de blog, quand justement on parle de la sortie de l'euro comme l'épouvantail absolu, c'est le Front National. Absolument, oui. Peut-être est-il temps d'en parler, François. Oui, sans doute. Parce que vous avez écrit donc votre dernier post de blog en réaction aux écrits de Jacques Sapir. Oui. Qui disait il n'y a pas un souverainisme de gauche, il n'y a pas un souverainisme de droite, il y a un souverainisme et il y a un objectif, c'est la sortie de l'euro. Donc parlons avec tout le monde et parlons jusqu'au Front National. Et pourquoi pas, à terme, on ne sait jamais, pourquoi pas une alliance avec le Front National pour cet objectif qui est le seul objectif qui est la sortie de l'euro. Vous avez complètement pris vos distances par rapport à ça? Ah oui, radicalement, oui. Oui, absolument. Ah oui. Mais est-ce que malgré tout, et vous l'argumentez très longuement, la thèse de Jacques Sapir et son positionnement n'est pas embarrassante pour vous? Mais absolument pas. Ça, évidemment, je comprends que beaucoup de personnes mettent leurs efforts à la rendre embarrassante pour moi, mais à aucun moment. À aucun moment. Moi, si vous voulez, depuis des années, j'essaye à la fois, dans un double travail, de soutenir, disons, politiquement cette option de la sortie de l'euro et de faire en parallèle le travail conceptuel pour déminer ces débats piégés qui ont été enfermés dans des réflexes de pensée absolument catastrophiques sur des catégories comme nation, souveraineté, etc., pour les restituer à leur signification originelle d'ailleurs, qui est de gauche, puisque ces signifiants-là sont notre legs historique, c'est le legs de la Révolution française.
et que je n'ai pas l'intention de le laisser passer sous protectorat d'extrême droite. Voilà. J'ai pas l'intention de me laisser dépouiller de tout par l'extrême droite, qui a une opportunité récupératrice dont on n'a pas encore vu la limite. Et d'ailleurs, je pose toujours la question à mes petits camarades d'attaque, de savoir pourquoi, puisque le Front National s'en prend lui aussi à la finance. Je veux dire, la critique d'extrême droite de la finance, ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Alors dans ces conditions, il faut l'abandonner. Mais qu'est-ce que c'est que cette inconséquence? Et puis, souvenez-vous que Marine Le Pen a dit en 2012 qu'elle a parlé de la lutte des classes. Alors on arrête la lutte des classes, ça y est, elle est souillée. C'est la propriété du Front National. Non mais c'est n'importe quoi. Donc il n'est pas question de se rendre à ce genre de spoliation, et d'autant plus que par une ironie cruelle, je soutiens qu'en effet, le Front National, qui s'est arrogé, parce qu'on lui a laissé le monopole de la question de la sortie de l'euro, ne ferait pas la sortie de l'euro, s'il arrivait aux affaires. Absolument. Et alors là, c'est doublement cocu, si vous voulez. Donc je vous remercie, mais personnellement, j'aimerais éviter. D'accord. Mais en même temps, vous voyez bien, je pense en particulier à des économistes proches d'Attaque, proches du Parti communiste, qui mettent à distance ce souverainisme de gauche, justement par crainte d'être rapproché, de se retrouver trop proche du Front National. C'est votre ennemi préféré, Michel Husson, qui dit pour sortir de la crise, sortons de l'euro. Non, mais je blague. C'est pas lui mon préféré. Vous avez quelques formules à son encontre. Ouais. Donc, Michel Husson, je cite un de ses derniers papiers où justement il dit une sortie sèche de l'euro, une triple erreur stratégique. Et il écrit pour sortir de la crise, sortons de l'euro. Cette formule est simple, compréhensible. Mais le problème est qu'elle légitime en pratique le théorème simpliste du Front National, sortons de l'euro et tout redevient possible. Sans pour autant faire l'amalgame. Michel Husson est suffisamment subtil pour ne pas vous amalgamer et vous jeter tous dans la même marmite. À ceci près qu'il ne l'est pas assez pour restituer convenablement ma pensée, puisque évidemment, il faut être soit totalement idiot, soit membre du Front National, pour considérer que la sortie sèche de l'euro est une martingale à soi seule. Vous comprenez? Personne n'a jamais dit ça raisonnablement. Et certainement pas moi. La sortie de l'euro, en tant que telle... Vous semblez penser que Sapir le dit, puisque vous dénoncez ce que vous appelez le monoïdéisme, de Jacques Sapir, qui consiste à faire de la sortie de l'euro l'alpha et l'oméga. Ah oui, non mais ça c'est autre chose. C'est l'érection de l'idée de la sortie de l'euro à un rang hiérarchiquement si élevé que toute autre chose lui est subordonnée. Mais il faut être honnête intellectuellement avec Sapir, dont je me suis séparé suffisamment clairement de lui pour pouvoir lui rendre ceci. Il n'est pas un militant de la sortie sèche de l'euro, c'est pas vrai. Si vous l'écoutez bien, il n'arrête pas de détailler l'ensemble des mesures et des finalités dont il voudrait faire de la sortie de l'euro le levier. Bon, et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque c'est là le point de bifurcation. C'est là que se séparent les projets de sortie de l'euro. On peut sortir de l'euro par plein de côtés. Et on peut en sortir par la gauche en particulier. Et cette assertion de Michel Husson, qui est finalement formellement semblable à celle de Varoufakis dans l'entretien que vous avez cité, et me semble l'expression la plus claire de cette incapacité de penser par peur de penser. Ah, mon Dieu, j'ai tellement peur d'être assimilé au Front National que je démissionne de penser toutes ces choses. Non, il pense d'autres choses. Il pense une troisième voie. Oui, mais non, mais celle-là... pense, alors, c'est la question que je voulais vous poser comme l'heure tourne pour terminer. C'est la question que je voulais vous poser, puisque finalement, c'est la question centrale. C'est où sont les nouveaux champs de bataille politiques aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont sur cette question de la souveraineté et de la nation, ou est-ce qu'ils ne sont pas plutôt sur des terrains européens de la modernisation et de la démocratisation au niveau européen? Si je considère, comme je vous l'ai dit depuis presque une heure, que la transformation des institutions radicalement antidémocratiques de l'euro présent est impossible, la réponse à la question va être forcément autre. Je pense deux choses qui sont entièrement complémentaires et nullement contradictoires. Complémentarité que jamais personne ne veut voir, alors qu'elle est si simple à apercevoir. Je pense que la délibération démocratique a son lieu le plus favorable dans la circonscription de ce qu'on appelle une nation. Sachant que par nation, si on est capable d'un peu d'esprit d'abstraction, il ne faut pas entendre la donnée du contour des nations présentes, mais la nation, ça se définit comme l'espace de réalisation du principe de souveraineté, ce qui signifie que les contours pourraient être tout à fait autres que ce qu'ils sont actuellement. Mais pour qu'ils soient tout à fait autres, nous revenons à notre discussion de tout à l'heure, il faut en penser les conditions de possibilité. À court terme, par exemple, parlons du cas de la Grèce,
le contour de réalisation du principe de souveraineté démocratique, c'est la communauté politique grecque telle qu'elle existe en l'état actuel des choses. Mais on va tirer de là que les nations vont se retrouver dressées les unes contre les autres et que tout commun européen en devient impossible. Mais c'est totalement aberrant. Il faut avoir, là encore, eu l'esprit javelisé par l'idéologie économiste de l'époque pour ne plus imaginer le commun que sous la forme de la circulation des conteneurs, des capitaux ou de la monnaie bancaire. Alors, je vous prie de m'excuser. Il peut y avoir des États intermédiaires. Non, mais attendez. Airbus, que je sache, projet européen, ne suppose pas la monnaie unique. Il s'est créé avant. Ariane, projet européen, ne suppose pas la monnaie unique. Le CERN, coopération des chercheurs européens, et même au-delà d'Europe, n'appelle pas la monnaie unique. Les rencontres européennes de la littérature n'appellent pas la monnaie unique. Le programme Erasmus n'a pas besoin de la monnaie unique. Et c'est ces choses-là qu'il faut développer, n'est-ce pas, pour faire Europe. On a construit la monnaie unique de briques et de broc au motif de la paix et de l'amitié entre les peuples. Et les peuples sont montés les uns contre les autres par cette construction absolument aberrante et absurde. Beau résultat, hein ? La paix et l'amitié entre les peuples ont énormément progressé. Merkel est représentée en officier nazi, Bild fait la Vénus de Milo comme ça et appelle à la vente des Cyclades. Ce sont de remarquables progrès, je vous assure. Hein ? Alors, écoutez, il faudrait peut-être maintenant poser un peu une ou deux valises et commencer à réfléchir pour de bon. Dernière question, parce que c'est vraiment l'actualité ces derniers jours. Vous me direz que d'abord, ça déborde un peu votre champ de recherche économique, et puis ça pèse pas grand-chose électoralement. Mais cette drôle d'alliance, puisqu'on en parle, du problème de la souveraineté, Nicolas Dupont-Aignan rejoint par Jean-Pierre Chevènement ? Qu'est-ce que vous voulez? Comme Jacques Sapir veut discuter avec le Front National ou encore Non, mais ça, pour moi, c'est pas non plus une surprise. On pouvait en avoir l'intuition dès 2002, au moment où Chevènement en campagne avait lancé son projet de l'union des Républicains des deux bords. Je signale au passage que c'est le moment où sa dynamique électorale, qui était assez puissante, s'est cassée en deux et où il a fini dans les choux. Voilà, point. Merci beaucoup Frédéric Lordon d'avoir participé à ce débat, oui, qui a bien duré 1 heure. On a pris l'antenne à 19h, ça fait quand même 3h30. Donc on va s'arrêter. Je vous donne rendez-vous le 25 septembre pour une soirée en prévision de la COP21 qui va arriver très vite, une soirée verte entièrement consacrée à l'environnement. Et la vedette de cette soirée sera Naomi Klein. Quand je vous aurai dit que donc l'offre, vous en avez jusqu'à minuit pour en profiter, c'est 20 € pour 6 mois d'abonnement à Mediapart, je vous aurai tout dit. Et puis donc juste avant la messe, dimanche à 9h en ligne, hein, François, Edoui Plenel, dans une vidéo événement, nous dira le dernier secret, nous révélera le dernier mystère de l'affaire Greenpeace et du Rainbow Warrior. Merci infiniment à tous. Un très beau document, un super document. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne m'avez rien dit, donc je le regarderai dimanche à 9h. Merci beaucoup à Pierre Catan, notre réalisateur, et à toutes ses équipes, parce qu'eux aussi sont sur le pont depuis maintenant 3h30. Et puis donc à bientôt, le bientôt étant le 25 septembre. Ciao. Bon, merci. Merci à vous.